donc de notre toute nouvelle IRM Architect qui a été installée au mois de mai de cette année, qui se trouve être une machine vraiment très intéressante pour la neuroradiologie. Alors l'IRM Signa, en fait, Architect, vous voyez ici donc l'image telle qu'elle est installée chez nous. Elle a la particularité, outre d'avoir donc un environnement 3 Tesla, d'avoir aussi à disposition des antennes, une antenne particulièrement intéressante, c'est l'antenne à haute densité d'éléments, 48 canaux, qui permet de faire des acquisitions dans des temps records, puisque lorsqu'elle est couplée à des techniques d'imagerie, par exemple parallèles comme le compressed sensing tel qu'il a été décrit il y a peu de temps, ou alors avec des techniques d'hyperbande, eh bien, on peut visualiser des choses qu'on ne pouvait pas visualiser avant dans des temps qui sont vraiment très très intéressants. Ici, vous avez un exemple de tractographie reconstruite avec mon logiciel. J'en profite pour faire un petit peu de pub. Si vous voulez venir à 14h ou à 16h voir une démonstration chez General Electric du logiciel qui tourne sur Advantage Workstation, vous êtes les bienvenus. Voilà, cette petite parenthèse est refermée. Donc les techniques de compressed sensing, on en a parlé à l'instant, donc reconstruction itérative d'une acquisition qui est en basse résolution et qui permet donc ensuite d'obtenir des images haute résolution, qui est utilisable sur des séquences cubes, TOF en particulier. Et puis la technologie hyperbande qui permet de faire des acquisitions de plusieurs coupes de manière simultanée et de les reconstruire. Et ça, c'est vraiment très très utile en neuro, puisque quand on fait des acquisitions en diffusion, eh bien, ça va permettre de gagner un temps d'acquisition colossal, puisqu'on va pouvoir, par exemple, diviser par 2, 3 ou 4 le temps d'acquisition, tout en gardant la même qualité d'information. Alors, c'est disponible pour la diffusion, c'est disponible sous la forme d'un WIP pour le fonctionnel, et peut-être bientôt en produit. Donc voilà, ces deux caractéristiques d'hyperbande et puis de compressed sensing qui sont liées à ces technologies d'antenne particulières. Juste cette petite parenthèse. Maintenant, je vais vous montrer quelques cas. Premièrement, donc tout ce qui va concerner le diagnostic, donc ce sont des cas en fait de imagerie morphologique, puis ensuite nous verrons quelques cas fonctionnels. Ici, c'est un premier cas d'une patiente qui a une atteinte de la substance blanche. Ici, vous avez la séquence cube-flare qui va donc avec l'hypersense qui est activée, qui va montrer donc une très bonne zone de visualisation des anomalies de la substance blanche. Et surtout, ce qui est extrêmement intéressant, c'est une séquence volumique. Il n'y a pas d'artefact de flux, d'une part. Et deuxièmement, avec ces technologies d'antenne, même s'il y a une haute densité d'éléments, eh bien, donc 48 éléments, le centre de l'acquisition n'est absolument pas granité. Donc vous avez vraiment une très bonne visualisation de la superficie, mais également de la profondeur de la structure. Donc vous avez ici donc une acquisition en dire et puis l'injection, donc le gadolinium, pas de prise de contraste sur ce cas de sclérose en plaques. Un deuxième cas, donc cette fois un cas plutôt d'épilepsie, qui, avec la séquence, toujours la même, la séquence donc cube-flare, qui va visualiser la zone pathologique au niveau temporal interne gauche, et puis des séquences autres, des séquences morphologiques, comme le T1 sans injection, et puis d'autres séquences qui vont permettre de visualiser s'il y a une prise d'injection ou pas. Donc là, la séquence volumique FAST SPGR T1 avec injection de gadolinium, où on a une très bonne visualisation des structures, en particulier un rehaussement vasculaire qui est très pertinent. Un troisième et un quatrième cas qui sont des cas qui sont des cas plutôt centrés sur l'imagerie ORL, où on va faire des acquisitions qui sont des acquisitions volumiques sur l'ensemble du cerveau pour visualiser s'il y a des anomalies de la substance blanche, et puis des acquisitions centrées, en particulier la séquence hypercube T2 qui va être centrée sur les structures de l'oreille interne et qui va permettre dans ce cas de mettre en évidence cette petite tumeur ici, qui va prendre le contraste. Donc l'hypercube, on a une très très bonne résolution spatiale. Et un deuxième cas, donc toujours pour montrer qu'il n'y a pas d'anomalie de la substance blanche particulière, et une autre séquence hypercube qui va permettre de visualiser vraiment de très très fines structures, comme en particulier dans ce cas, vous allez le voir quand l'image va s'arrêter, une petite formation tumorale, donc qui est millimétrique et qui va être située ici sur le paquet acoustico-facial à cet endroit-là et qui prend le contraste. Donc on a vraiment une résolution spatiale et une résolution en contraste excellente. Un autre cas qui, lui, va être également centré sur la base du crâne, avec une visualisation des structures de l'oreille moyenne et de l'oreille interne. C'est un cas de suspicion de cholestéatome. Vous avez ici une acquisition, donc l'hypercube T2, qui va permettre de visualiser ce magma qu'on peut différencier entre donc, de la fibrose et puis le collet. La séquence diffusion propellaire, qui va permettre de bien mettre en évidence ce qui flash
à cet endroit-là. Et puis donc sans et avec injection en T1, on a donc la bonne visualisation de la structure avec une excellente résolution en contraste. La résolution spatiale est moindre ici, mais ça n'est pas important. On a besoin d'avoir de l'information au niveau du contraste. Le cas suivant, donc, qui va concerner une pathologie qui est une pathologie au niveau vasculaire, c'est une malformation artério-veineuse qui a été traitée et qui a donc laissé des séquelles, donc au niveau de la gliose visible au niveau cortical. Sur cette séquence volumiculaire, donc, qui n'a pas d'artefact de granité au centre et ni d'artefact de flux. On va pouvoir visualiser donc l'atteinte parenchymateuse sur les séquences T1 classiques et T2, donc en phase spinico. Et puis on va également visualiser s'il existe une artérialisation séquelaire, puisque le but de la visualisation de ces structures, c'est de voir si, quand elle a saigné ou après embolisation, eh bien, il en reste un petit peu. Donc on cherche une artérialisation sur le TOF, où on a une très très bonne résolution spatiale. Et puis on va utiliser également des séquences donc après injection de contraste, comme les séquences donc face SPGR avec gadolinium, pour visualiser les structures veineuses qui restent opacifiées, donc qui correspondent à un reliquat. Et puis évidemment la séquence TRIX, qui permet en fait une visualisation dynamique de l'arbre vasculaire dans les zones qui sont pathologiques. Donc dans ce cas où on voit la communication directe entre l'artère et la veine, qui est donc la malformation artério-veineuse séquelaire. Un cas de rachis, pour visualiser ici sur un patient qui a une syringomyélie, donc cette cavité syringomyélique qu'on visualise. Donc vous voyez ici le rachis exploré avec une antenne. Donc c'est une antenne en fait HNU qui a un grand champ de couverture qui permet de visualiser à la fois le cerveau bien sûr, mais également la partie du rachis cervical qui descend très très bas avec une bonne résolution spatiale, une bonne résolution en contraste. Et on va, avec cette séquence Fiesta, mettre en évidence les petites zones de cavité ainsi que les ostrations visibles au niveau de la cavité syringomyélique. La séquence de flux qui était ici visualisée pour montrer qu'il n'y a pas de flux au sein de la cavité syringomyélique. Cas suivant, alors c'est un autre cas de plexus, comme l'orateur précédent en a déjà montré, juste pour montrer que la séquence hypercube STIR, qui n'est pas encore, je crois, disponible en mode produit, mais qu'on peut avoir avec une clé recherche, donne des résultats vraiment très très intéressants. Bon là, le patient n'était pas obèse, donc c'est peut-être plus facile, mais donc des résultats très très intéressants, notamment sur la visualisation donc, des plexus, avec cet hypersignal et puis cet aspect hypertrophique du plexus, et une très discrète prise de contraste. Ce sont des séquences cubes, toutes séquences cubes qui donnent vraiment des informations, une informativité extrêmement importante sur ces images. Voilà donc pour la partie morphologique de base, c'est la routine. Maintenant, tout l'intérêt de l'architecte, c'est vraiment quand on veut aller dans l'imagerie, l'exploration en imagerie fonctionnelle, en particulier dans ce qui va être, moi, mon dada, c'est la tractographie, donc dans l'exploration des fibres de substances blanches, on a des informations qui sont sur ce qui va concerner la diffusion vraiment extrêmement pertinentes et que je n'ai pas retrouvé jusqu'à présent chez d'autres constructeurs, je peux le dire, puisque nous avons travaillé sur les 3 principaux constructeurs. Donc, pour l'analyse de tout ce qui va être fonctionnel, j'ai développé mes propres solutions. Ici, vous envoyez un exemple. Si vous voulez venir, je rappelle, tout à l'heure, je refais de la pub, mais vous êtes les bienvenus à 14h, salle 213. Un premier cas donc d'imagerie fonctionnelle qui va concerner un cas en fait de tout simple. C'est un patient qui vient pour un déficit brachiofacial gauche. Alors, j'ai présenté ce matin aux ateliers de perfusion, un déficit brachiofacial gauche chez un patient qui est survenu il y a 1 heure. Donc, on le passe dans la machine et puis la machine, on lui fait les séquences morphologiques traditionnelles, l'imagerie de diffusion qui est normale. On ne voit pas d'anomalie, il n'y a pas d'hypersignal visible. L'imagerie flair qui va mettre en évidence ce signe de flux lent, donc qui va au niveau de la distalité des artères cérébrales moyennes. On recherche le caillot dans ces cas-là, donc on utilise une séquence SWAN qui est bien plus sensible que le T2 étoile pour visualiser justement donc les petites zones hémorragiques. On ne trouve pas de caillot visible sur les branches de la cérébrale moyenne. Le TOF haute résolution va permettre de mettre en évidence, vous voyez, une asymétrie dans la vascularisation des 2 côtés. Et puis donc les TSA. Donc ça c'est de la routine, les transupraortiques où on voit très bien donc tout ce qui est l'arbre vasculaire au niveau du tronc supraortique. Tout l'intérêt, là, ça va être de rechercher le mismatch et donc d'effectuer une imagerie simple de perfusion sans injection comme l'ASL. L'ASL qui est fait de façon vraiment très très pratique sur la machine et le post-traitement est automatisé et qui permet, alors je ne sais pas si ici ça passe bien, qui permet de voir cette grosse zone de défect alors que la diffusion est tout à fait normale. Donc là, vous avez un exemple de mismatch sur un cas de patient qui a un stroke et qui a une diffusion qui est négative. Donc là,
tout l'intérêt de faire une perfusion de façon systématique chez ces cas particuliers de patients où la diffusion est négative. C'est un premier cas fonctionnel. Un deuxième cas fonctionnel qui, lui, va se révéler être un cas de tumeur cérébrale. Donc, c'est un glioblastome. Ce glioblastome qui va envahir de manière extrêmement importante les deux hémisphères, donc l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche, avec des zones de nécrose et des zones d'œdème. On peut supposer que c'est de l'œdème sur cette séquence flair. Et puis, on va rechercher des prises de contraste qui vont signer ces prises de contraste la présence de néoangiogénèse et donc d'avoir une tumeur maligne. Donc pour cela, on fait une acquisition sans injection. On va regarder également, on va essayer d'évaluer la cellularité en diffusion de cette lésion, et puis on va injecter à la recherche d'une prise de contraste focale. Et vous voyez en fait sur ces images qui défilent qu'il n'y a que très très peu de zones de prise de contraste, et ces zones de prise de contraste sont vraiment très ténues. Donc on est dans le cadre en fait d'une tumeur qui va envahir, refouler, qui génère d'ailleurs une hydrocéphalie aiguë, une tumeur qui ne prend que très peu le contraste. Donc on peut se demander si c'est un gliome anaplasique ou si c'est un glioblastome. Là, il faut passer à l'imagerie fonctionnelle de perfusion, perméabilité et de diffusion multicompartimentale. Alors l'imagerie de perfusion perméabilité, ça va permettre d'apprécier la quantité de vaisseaux anormaux dans une lésion, et donc ça va refléter le grade donc de cette tumeur, par exemple. Et l'imagerie de diffusion multicompartimentale, ça va permettre d'apprécier l'existence de cellules anormales, en particulier là, des cellules tumorales, d'une part, et deuxièmement, de visualiser l'activité de ces cellules. Donc on a deux types d'informations, une information sur la quantité de vaisseaux, le grade de la tumeur, et une information sur l'agressivité cellulaire. Avec ces deux techniques, la diffusion multicompartimentale et perméabilité, perfusion, donc deux acquisitions différentes. Dans ce cas précis, vous avez dans les zones où il n'y a pas de prise de contraste, quand on va regarder les images de perfusion, vous avez des zones où la perfusion est très augmentée et où la perméabilité est très augmentée. Ça signe en fait une tumeur de haut grade. Donc il y a beaucoup d'angiogénèse, et vous remarquerez que les zones de perfusion et les zones de perméabilité en fait ne sont pas strictement les mêmes. Alors c'est normal parce qu'une tumeur donc gliale de haut grade va évoluer de manière concentrique. On va avoir au centre en général la nécrose, puis en première périphérie vous allez avoir la néoangiogénèse, et en deuxième périphérie vous allez avoir la prolifération cellulaire tumorale maligne. Donc c'est un petit peu en cible. Et c'est ce qu'on va visualiser ici. Vous avez donc les zones de nécrose ici, les zones de néoangiogénèse qu'on va visualiser sur ces imageries de perfusion et perméabilité. Et en dessous, vous avez l'imagerie de diffusion multicompartimentale, donc ce sont des cartographies qui vont permettre de visualiser la quantité de cellules anormales. En rouge, ici, vous avez toutes les cellules tumorales qu'on visualise grâce à ces techniques. Et puis, de l'autre côté, sur cette carte, c'est une carte de flux en diffusion. C'est l'agressivité de ces cellules. Vous voyez que ces cellules, il y en a beaucoup de cellules tumorales, et elles sont toutes très agressives. Et lorsque vous regardez cette imagerie morphologique, là, vous dites que c'est de l'œdème simple. En fait, il n'y a pas de cellules, mais non, dans la réalité, cette zone œdémateuse est une zone qui est bourrée de cellules qui sont en pleine mitose. Et donc, le pronostic de ce patient, c'est dans quelques mois, s'il n'y a pas de traitement, eh bien, il va y avoir une extension de la tumeur à cet endroit-là. Donc, on a un diagnostic avec ces technologies, ces techniques, et puis on a un pronostic qui est donné grâce à l'imagerie de diffusion multicompartimentale et la perfusion perméabilité. Alors, au passage, l'imagerie de diffusion multicompartimentale sur l'IRM, donc Architect, est excellente puisqu'elle nous a permis il y a tellement de signal, le rapport signal sur bruit est tellement bon sur cette machine, ça nous a permis de détecter le compartiment de flux que l'on ne voyait pas sur les autres IRM, sur la Philips et sur la Siemens. Donc vraiment un gain en signal qui est excellent et donc qui donne des informations pertinentes pour le diagnostic. Un autre cas d'un patient qui vient pour en fait un déficit qui est un déficit brachiofacial, mais donc lui qui va être droit, plus progressif. On lui a fait l'imagerie, une séquence acquisition en volume flair, qui va mettre en évidence un hypersignal au niveau des faisceaux corticospinaux. L'imagerie de diffusion simple visualise également un hypersignal, donc ce qui va signifier que très probablement il se passe quelque chose au niveau de la cellule. Là, en l'occurrence, ce n'est pas un accident vasculaire cérébral, mais il y a une diminution du coefficient apparent de diffusion sur ces faisceaux corticospinaux. L'imagerie SWAN qui permet de rechercher, donc, les séquences SWAN qui permettent de rechercher la présence de thrombus, il n'y a pas de thrombus, le TOF, il n'y a pas d'anomalie sur les structures vasculaires, et puis sans et après injection, on va mettre en évidence une très discrète prise de contraste latéro-protubérantielle ici à gauche. Donc on est dans le cadre d'une atteinte exclusive des faisceaux corticospinaux.
On va utiliser les techniques donc, de perfusion, perméabilité et de diffusion multicompartimentale pour visualiser si on va retrouver des anomalies au niveau de ces hypersignaux. On ne trouve pas d'anomalies particulières au niveau de ces hypersignaux, peut-être une très discrète augmentation de la perméabilité à cet endroit-là. Et puis en faisant la tractographie, donc quelque chose qui est relativement facile à faire, eh bien on va mettre en évidence une asymétrie très nette. En fait, vous voyez ici, là, les deux faisceaux corticospinaux, il y en a un qui est tout petit et l'autre qui est beaucoup plus gros, qui est plus normal. Donc une atteinte qui est très importante de ces faisceaux corticospinaux. L'ensemble des informations mises bout à bout conduisent au diagnostic de lymphome. C'est un lymphome avec une atteinte exclusive des faisceaux corticospinaux. Et puis, pour terminer ces revues de dossier, donc un cas d'une patiente qui a un trauma crânien léger, mais qui a des gros troubles cognitifs. Là, on va utiliser évidemment la séquence volumique FLAIR, on va utiliser la séquence SWAN qui va nous permettre de détecter des anomalies à type de pétéchie hémorragique, des séquelles en fait hémorragiques. Et surtout, on va également utiliser la séquence BRAVO T1, qui est une séquence vraiment magnifique d'un point de vue morphologique. On a une très bonne résolution en contraste, une très bonne résolution spatiale, et on peut bien apprécier les anomalies donc présentes chez ces patients. Ici, vous avez donc comparativement au côté sain une atrophie importante en fait des structures au niveau temporal et puis basifrontal, avec des petites séquelles hémorragiques, et on voit cette atrophie également sur la séquence BRAVO. Et lorsque l'on fait la tractographie, vous avez ici un sujet normal, là vous avez le sujet qui a eu donc un trauma crânien bénin. Vous voyez que les structures au niveau des fibres de substance blanche, le cingulum qui est ici, et puis donc ici le fornix, les deux formant le système limbique, eh bien il y a beaucoup moins de fibres visibles chez cette patiente, et il y a une corrélation extrêmement précise entre cette atteinte du système limbique et les patients qui présentent donc des anomalies de type clinique à type de troubles de l'attention, troubles de la mémoire et troubles de l'émotion. Je terminerai en fait cette présentation en disant que l'IRM Signa Architect nous a donné de très très grande satisfaction sur tous les plans cliniques. Moi en particulier sur la tractographie, parce qu'on peut vraiment pousser et voir des détails des fibres qui font 200 microns grâce à des algorithmes de reconstruction particuliers, mais des détails anatomiques qu'on ne voit pas, absolument pas chez les autres constructeurs. Ça, c'est dû d'une part à le fait que les antennes que l'on utilise, l'antenne 48 canaux pour le crâne est vraiment excellente. L'antenne HNU est également aussi très bonne. Et deuxièmement aussi aux techniques d'acquisition, donc l'hyperbande qui permet en fait de faire des acquisitions, de multiplier les orientations de la diffusion dans un temps qui reste compatible avec la clinique. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.